Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie InVivox. Nous sommes aujourd'hui avec l'équipe de l'Agence nationale du développement professionnel continu. Nous sommes avec Michel Lenoir-Salfati, la directrice générale, qui sera accompagnée du docteur Jean-Philippe Natali, qui est le directeur du développement et de la qualité, ainsi que de Sabine Cohen-Higounet, qui est la directrice générale adjointe pour le développement et la qualité. On va se donner 1 ou 2 minutes pour laisser rentrer toutes les dernières personnes. C'est un webinaire qui suscite énormément d'intérêt. Merci à toutes et à tous de votre participation. Pour laisser rentrer les derniers arrivants, quelques mots sur InVivox. Donc, je suis Julien Delpez, je suis le fondateur de InVivox. InVivox, c'est une plateforme qui n'est pas un organisme de formation, c'est important et c'est fondamental de le souligner. Nous sommes le booking.com de la formation médicale. Nous listons des formations à l'attention des professionnels de santé et uniquement des professionnels de santé en France et partout dans le monde. Nous listons donc aussi des formations qui seront disponibles sur la plateforme de l'ANDPC, que ce soit avec des organismes les uns ou les autres, des formations présentielles, distancielles, à la demande, pour répondre à toutes les tendances du marché. Voilà quelques exemples avec des organismes de formation d'hôpitaux, des organismes de formation différents. Et pour résumer, donc voilà, InVivox héberge et valorise des offres de formation à l'attention des professionnels de santé. Nous sommes, pour faire simple, le booking.com de la formation médicale. Et en chiffres, InVivox a formé plus de 150 000 professionnels de santé au cours des 12 derniers mois. Je pense que je vais pouvoir céder le micro à Catherine Oluet qui va animer les débats aujourd'hui. Une dernière information, le 24 novembre prochain, nous organisons un grand événement en format TEDx sur les horizons 2025 de la formation. Vous pouvez vous enregistrer en ligne, évidemment, sur InVivox. C'est payant en présentiel et les recettes seront remises à la fondation qui s'appelle Sourire à la vie, qui finance des traitements pour le cancer des enfants, et c'est gratuit en ligne. Merci infiniment Michel Salfati, merci infiniment Sabine Cohen-Higounet, merci infiniment Jean-Philippe Natali d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente académie. Merci Julien, bonjour à tous. Merci beaucoup à nos invités d'être là à l'occasion de la publication au journal officiel en fin de semaine dernière de l'arrêté présentant les orientations prioritaires du DPC pour la triennale à venir 2023-2025. Donc les orientations qui étaient très attendues des organismes de formation notamment. Donc, cette session va se dérouler en 2 temps. Nous aurons tout d'abord un échange d'une 30aine de minutes avec nos invités pour balayer les grands points autour de ces nouvelles orientations. Et puis, en fin de session, un bon quart d'heure de réponse aux questions, à vos questions. Donc, les personnes qui se sont inscrites ont eu l'opportunité de poser des questions en amont de la session. Nous en avons reçu énormément. Donc, nous en avons sélectionné certaines qui sont susceptibles de concerner la majorité d'entre vous. Donc, ces questions seront posées en mode un petit peu flash, en mode rapide à nos intervenants donc à la fin de cette session. Et puis, il y aura des questions supplémentaires. Nous le savons, nous essaierons autant que possible d'y répondre après cette session et de vous indiquer les personnes, les coordonnées du service à la NDPC susceptibles de vous aider dans vos interrogations. Avant de commencer l'échange entre nous, nous vous proposons un premier sondage. Donc, tous les participants à ce webinaire peuvent répondre à cette question. Donc, sondage numéro 1. Avez-vous d'ores et déjà pris connaissance des grandes orientations du DPC 2023-2025 publiées au journal officiel? Cette publication a eu lieu vendredi dernier. Donc, oui, non ou j'attendais ce webinaire pour les découvrir. On vous laisse voter. On vous laisse quelques secondes pour voter. Ça va nous permettre un petit peu de savoir quel est votre degré d'information en arrivant parmi nous aujourd'hui. Voilà, et on va diffuser les résultats du sondage. Bon. Donc, très bien, 71% d'entre vous
a déjà consulté les orientations publiées au journal officiel, 10% ne l'a pas fait et 19% attendaient ce webinaire et vous avez eu bien fait. Dans la discussion, voilà, nous avons Sabine qui est en train de vous indiquer justement les coordonnées des personnes à l'agence qui pourront répondre à vos questions. Donc, allons-y. Donc, cet arrêté du 7 septembre, conjoint au ministère de la Santé et de la Prévention et au ministère des Armées, fixe donc les orientations prioritaires du DPC pour les 3 années à venir. Dans la conversation, on va vous mettre le lien vers l'arrêté pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore consulté. Donc, Madame Lenoir-Salfati, Michel, cette publication qui était très attendue intervient avec 2 mois de retard tout de même. On l'attendait pour juillet, elle est intervenue en fin de semaine dernière. Pourquoi peut-être y a-t-il eu ce délai? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors, 2 choses pour l'ensemble des participants. Premièrement, il s'agit du premier arrêté. Premier arrêté portant orientation prioritaire. Nous l'avons bien précisé, il y en aura un second d'ici la fin de l'année, puisque un certain nombre de professions ont remarqué qu'il n'y avait pas encore d'orientation spécifique pour elles. Les travaux se poursuivent. Un certain nombre d'acteurs n'avaient pas finalisé leurs travaux. C'est donc le premier arrêté, il y en aura un second. On avait effectivement annoncé, et comme il y a 3 ans, une publication en juillet. Le retard, et on sait que les organismes de DPC attendaient avec impatience, le retard est évidemment dû au fait qu'il y a eu, tout le monde est informé de ça, un changement de ministre immédiatement après les législatives, et que le temps effectivement que le ministre s'installe, son cabinet, et puis il y avait un sujet qui était l'accès aux urgences, qui a mobilisé pas mal au cours de l'été l'ensemble du ministère de la Santé. Ça explique ce retard. On l'a début septembre, ils auront le temps en prendre connaissance pour proposer des actions conformes aux attendus de l'ensemble des acteurs qui les ont proposés. Merci. Docteur Nathalie, de quoi parle-t-on avec ce terme d'orientation prioritaire, même si le thème est certainement bien connu maintenant des participants à ce webinaire. Cette logique de fixer des orientations prioritaires en amont pour les années qui viennent, est-ce que c'est spécifique à la France? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui et non. C'est-à-dire, c'est un exercice. Alors, la France, effectivement, c'est une particularité française de définir des orientations prioritaires, mais ce n'est pas une particularité française que d'identifier en amont de formation quels sont les besoins, ce qu'on appelle les niches en anglais, quels sont les gap practice, c'est-à-dire les écarts à la pratique, à faire en amont et à identifier en amont d'une action de DPC. Les autres pays demandent et attendent à ce que les ODPC définissent et identifient en amont les besoins en formation des professionnels de santé. La France a choisi une voie un peu, disons, originale, qui est que l'État d'une part et les conseils nationaux professionnels d'autre part fassent cet exercice et identifient pour les professionnels de santé quels sont les domaines dans lesquels il y a des enjeux en termes d'amélioration des connaissances et des compétences, d'harmonisation des pratiques, etc. Donc, l'arrêté qui vient d'être publié est issu d'une très large concertation, une concertation qui a duré plusieurs mois. Madame Cohen-Higounin, qu'est-ce que vous voulez nous rappeler que cet arrêté ne sort pas de nulle part et un petit peu le cheminement qui a eu lieu avant cette publication? Il ne sort pas nulle part et ce n'est pas l'agence qui décide des thèmes des orientations prioritaires, en effet, puisque les thèmes de ces orientations sont fixés à l'issue d'un processus de concertation qui est piloté par l'agence et qui a démarré depuis janvier 2021 et qui donc va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Sont concertés d'une part l'État, qui identifie des thèmes prioritaires de santé publique et qui a permis d'aboutir à 37 orientations de politique nationale. L'assurance maladie, puisque la CNAM a été sollicitée dans le cadre du dialogue conventionnel, et les représentants des professionnels de santé, puisque tous les conseils nationaux professionnels
ont contribué à identifier les sujets à fort enjeu de maintien et de renforcement de compétences pour leur profession et leur spécialité. Donc, l'agence réalise depuis plusieurs mois auprès de toutes les parties prenantes un accompagnement méthodologique pour les aider à retenir leurs thèmes prioritaires et pour rédiger les fiches de cadrage qui sont associées. Et les travaux se poursuivent encore, puisque, nous l'avons dit, il y aura un arrêté complémentaire d'octobre pour tous les CNP qui n'auront pas terminé d'identifier leurs thèmes et de rédiger leurs fiches de cadrage. Merci. Dans ce premier arrêté, dont on va rentrer dans le vif du sujet de ce premier arrêté, Michel, quels sont les points saillants, quelles sont les nouveautés, s'il y en a, par rapport à la période précédente, les points saillants de l'arrêté que vous retenez? Alors, il y a des invariants, puisqu'effectivement, l'arrêté est construit comme le précédent autour d'une annexe 1 qui identifie les 37 orientations de politique nationale et ensuite il y a une annexe 2 qui identifie profession par profession les enjeux identifiés par les représentants professionnels que sont les CNP. Donc ça, c'est un invariant. En revanche, quelques grandes nouveautés. Dans l'annexe 1, traditionnellement, l'ensemble des orientations s'adressait à toutes les professions de santé. Première nouveauté, cette annexe 1 est divisée en deux parties, des orientations qui peuvent viser l'ensemble des professions et des orientations, en revanche, qui ont été de façon très consciente ciblées sur certaines professions pour lesquelles les enjeux d'amélioration des pratiques sont les plus pertinentes, qui sont en première ligne dans la prise en charge des patients, et non pas toutes les professions. Donc ça, c'est un premier élément très nouveau, et il faudra que les organismes soient extrêmement vigilants pour identifier ces publics. La deuxième grande nouveauté concerne l'annexe 2, puisque au-delà des orientations par profession ou spécialité, d'ailleurs, puisque pour les dentistes, les médecins, les infirmiers, il y a des orientations par spécialité. Un certain nombre de CNP travaillaient ensemble pour identifier des orientations communes, des orientations de coordination. Je cite un exemple qui est le travail qu'ont pu mener ensemble les biologistes et les généticiens, par exemple, puisqu'ils sont associés à des prises en charge communes. Et c'est vrai que c'est une tendance que nous souhaitons accompagner et dont les CNP commencent à s'emparer. Et puis, autre innovation, ces fiches sont très spécifiques. On a travaillé avec la Fédération des spécialités médicales à mettre en œuvre des orientations qui portent d'une part sur les recommandations de bonnes pratiques à s'approprier dans les 3 prochaines années, et d'autre part les innovations de bonnes pratiques, et plutôt que de les énumérer profession par profession, spécialité par spécialité, il y a des fiches communes avec des enjeux identiques autour de l'appropriation de ces recommandations et déploiement de ces innovations dans les différentes spécialités. Donc, on peut dire que la pluriprofessionnalité progresse via aussi ces orientations. Et je crois que vous avez travaillé sur des définitions complémentaires autour qui font avancer cette question du travail en commun. Alors, avant effectivement, Jean-Philippe va y répondre, la pluriprofessionnalité progresse. J'ai envie de dire qu'au fond, le DPC, ce n'est pas que de la pluriprofessionnalité. Je crois qu'il faut vraiment entendre qu'il y a deux sujets. Il est tout à fait légitime que chaque profession, chaque spécialité souhaite se former de façon, j'ai envie de dire, verticale, puisque le DPC sert aussi à améliorer des compétences, des connaissances propres à chaque métier, à chaque profession. Donc, la pluriprofessionnalité n'est pas nécessairement l'alpha et l'oméga du DPC. C'est important que des chirurgiens vasculaires souhaitent approfondir leurs connaissances. Inversement, effectivement, il faut que l'on porte la pluriprofessionnalité dès lors que c'est une vraie pluriprofessionnalité. Et je laisse la parole à Jean-Philippe sur ce point.
Effectivement, c'est vrai que telles que sont définies les orientations prioritaires notamment de politique nationale, avec soit l'ensemble des professions de santé, soit certaines, ça ne veut pas dire que quand on propose une action de DPC dans le cadre de cette orientation prioritaire, ça concerne d'emblée tout le monde. Il y a une distinction à faire entre pluriprofessionnalité et interprofessionnalité. La pluriprofessionnalité, quand on fait une action de BPC pluriprofessionnelle, il faut s'assurer que l'ensemble des objectifs et du contenu concerne et est atteignable par l'ensemble des publics visés. C'est-à-dire, il faut que si on met une aide-soignante, une infirmière, un médecin, un chirurgien autour de la table, c'est qu'ils seront tous intéressés par le sujet en termes d'acquisition de connaissances, de compétences, avec des objectifs pédagogiques clairs et adaptés pour tout le monde et que tout le monde puisse les atteindre. Ça, c'est le premier point, c'est des actions pluriprofessionnelles. Donc, elles sont quand même à travailler et il faut s'assurer que tout le contenu est adapté pour tout le monde. Le deuxième point, c'est l'interprofessionnalité. Et là, il y a des orientations prioritaires qui sont vraiment typiquement faites pour elles, comme la gestion des risques ou les parcours prioritaires. C'est faire travailler différentes professions, spécialités ensemble dans le cadre d'une action de DPC sur comment je prends en charge un patient en interprofessionnalité, en équipe. C'est-à-dire, moi, infirmière, quand est-ce que j'adresse au médecin? Qu'est-ce que je dis au médecin? Moi, quand je suis médecin, qu'est-ce que j'attends? Quel élément d'alerte j'attends de l'infirmière? À quel moment elle doit m'alerter? Qu'est-ce qu'elle doit suivre, etc. Quel reporting? Et quand est-ce qu'on adresse au spécialiste, etc. Voilà, l'interprofessionnalité, c'est vraiment susciter le travail en équipe. Merci. Peut-être un point aussi sur les conséquences de la crise sanitaire. Est-ce que la crise sanitaire a eu des conséquences concrètes sur ces nouvelles orientations? Est-ce qu'on parle de gestion de crise? Est-ce qu'on parle de prise en charge du Covid? Alors effectivement, donc, il y a une nouvelle orientation qui a été introduite pour ce triennal, c'est une orientation relative à la prise en charge des symptômes prolongés liés au Covid. Alors, c'est une orientation qui est exclusivement assise sur les fiches rapides en fait, de la Haute Autorité de Santé. C'est pour ça que le public est très ciblé aux professionnels et aux spécialités concernées par les fiches de la Haute Autorité de Santé sur les symptômes prolongés liés au Covid. Donc, on en a, c'est les sujets de dysautonomie, les sujets de vertige, etc. Enfin, voilà, tout ce qui peut être lié au Covid qu'on appelle symptômes prolongés liés au Covid. Après, il a été aussi reconduit une orientation sur les situations sanitaires exceptionnelles, voilà, où on peut le dire que le Covid a été quelque part une situation sanitaire exceptionnelle. Mais encore une fois, cette orientation est davantage axée sur comment je m'organise et comment j'organise le système, enfin, comment je travaille en équipe et à plusieurs pour répondre à cette situation sanitaire exceptionnelle. Voilà. Et après, il y a aussi, par exemple, moi, j'en sais rien, il y a aussi l'orientation prioritaire sur la gestion des risques, quelque part, qui peut être propice à travailler sur des risques survenus, des effets indésirables graves survenus dans le cadre de ces situations exceptionnelles pour y travailler ou pour les anticiper et apporter des mesures correctives le cas échéant. Donc, nous avons d'une part cet arrêté du 7 septembre qui liste 205 orientations prioritaires. Cet arrêté, il fait 7 pages. Je vous rappelle que vous avez le lien vers legifrance.gouv.fr dans la discussion. Et puis, nous avons d'autre part les fiches de cadrage qui ont été élaborées par l'agence. Alors là, on parle d'un document de 550 pages sur le site de l'agence. On vous met également dans la discussion le lien vers ces fiches de cadrage qui sont d'autant plus importantes qu'elles vont permettre à chaque organisme de formation de bien comprendre ce qu'il doit faire maintenant. Est-ce que c'est ça l'idée, Sabine? Juste avant que Sabine n'intervienne, vous avez dit qu'elles ont été élaborées par l'agence. Non, Sabine l'a bien précisé. Elles ont été élaborées par les acteurs, l'État et les CNP. Nous les avons accompagnés méthodologiquement pour parvenir effectivement à dégager les lignes conductrices et les lignes de force. Oui, absolument. Ce sont d'une part l'État qui a rédigé les fiches de cadrage qui est concerné, et puis ce sont vraiment les représentants de professionnels qui ont rédigé les fiches de cadrage, y compris ce que je vais expliquer dans un moment, c'est-à-dire les attendus pédagogiques. Donc, les fiches de cadrage, il en existait déjà lors du précédent triennal. Même principe, ce sont des fiches de cadrage opposables
Donc, il faut bien en prendre connaissance et les lire attentivement. Pour chaque orientation, il y a une fiche de cadrage. Même structuration qu'auparavant, on retrouve un intitulé, un encart avec un contexte et des enjeux, et surtout un encadré avec la description du périmètre qui est concerné par l'orientation. Donc, ça liste l'ensemble des thématiques qui est concerné par l'orientation prioritaire, d'une part, et les attendus pédagogiques. Donc, ça, c'est nouveau. On a réfléchi avec les émetteurs des orientations prioritaires sur la façon dont ils souhaitaient que les actions se déroulent et quelles étaient les exigences pédagogiques. Donc, on va retrouver des exigences en termes de typologie. Pas toujours, parfois il n'y en a pas, parfois il y en a. Donc, le CNP ou l'État préfère que tel type de sujet soit traité sous forme d'évaluation pratique professionnelle ou de formation continue ou de gestion des risques ou sous forme de programme intégré. S'il veut privilégier un type de format plutôt qu'un autre, du présentiel avec classe virtuelle ou un mixte présentiel et e-learning, c'est écrit dans la fiche de cadrage. De même que je parlais tout à l'heure de la liste des thématiques qui concernent les orientations. Il y a 3 types de cas, soit l'ensemble des thématiques peuvent être abordées ou seulement une partie d'entre elles et c'est l'organisme qui voit, soit la fiche de cadrage le précise, c'est-à-dire dit explicitement que l'action devra aborder toutes les thématiques qui ont été listées, donc ça c'est dit, ou seulement une partie, et à ce moment-là, il y a vraiment la description du découpage des thématiques tel qu'il est souhaité, ou s'il y a un socle minimal à aborder, c'est aussi précisé. Donc tout ça c'est pour essayer d'accompagner au mieux en fait les organismes effectivement pour que lors de la conception de leur action, ils répondent en fait aux attentes qui ont été exprimées par les CNP et par l'État et que leurs actions soient validées le plus rapidement possible. Il peut y avoir des critères d'exclusion et à ce moment-là, c'est dit tel quel, tel type de sujet n'a pas à être abordé ou alors on ne souhaite pas que ce soit uniquement théorique ou encore tel format exclusif est exclu. Voilà. Donc, ce document, vous pouvez y accéder via le lien qu'on vous a indiqué. Oui, il fait 500 pages, mais ce n'est pas une Bible à lire comme un roman. Donc, parfois, pour certaines professions, il y en a beaucoup moins quand même qui les concernent. En tout cas, les organismes de formation doivent suivre au plus près. Oui, c'est indispensable. Pour que leur programme ces fiches de cadrage, c'est le cahier des charges qui a été posé par l'État ou par les CNP. Et donc, il faut vraiment que les organismes de DPC considèrent que quand ils conçoivent leurs actions de DPC, ils répondent à ce cahier des charges. Le calendrier maintenant, les étapes à venir, donc ce premier arrêté qui est paru la semaine dernière, il y en aura donc un autre, comme vous nous l'avez expliqué. Quelles sont les différentes étapes à venir auxquelles il faut prêter attention maintenant? Alors voilà, on a parlé d'octobre, on va essayer de tenir le mois d'octobre, certainement d'ici la fin de l'année. Et puis les étapes, il y a des étapes pour les organismes de DPC, il y a des étapes pour les professionnels de santé. Pour les organismes de DPC, une étape en fait, qui est la date du 3 octobre, puisque c'est à partir du 3 octobre qu'ils vont commencer à pouvoir déposer sur le site de l'agence les actions de DPC qu'ils auront conçues en réponse aux fiches de cadrage de l'arrêté. Donc, à partir du 3 octobre, on ouvre le dépôt des actions et on démarre immédiatement, l'équipe de professionnels de santé au sein de l'agence qui en est chargée démarre immédiatement le contrôle de premier niveau qui va permettre progressivement de les publier et de les mettre en ligne.
Dès qu'une action sera publiée, les organismes pourront créer leur session pour 2023. Et donc, ça, c'est vraiment début octobre. Voilà. Pour les professionnels de santé, la date à retenir, c'est au moins les professionnels de santé éligibles à notre financement. Donc, je rappelle que nous finançons les professionnels libéraux conventionnés et les salariés des centres de santé conventionnés. Ils pourront commencer à s'inscrire aux actions pour le prochain triennal à partir du 8 décembre. C'est la date à retenir. On ouvrira la plateforme des inscriptions. Et puis, avant que les professionnels de santé puissent s'inscrire, 2 éléments qui sont un travail un peu qui est le nôtre en back-office. Premièrement, les sections professionnelles, qui sont les représentants des professionnels, se réuniront pour fixer les forfaits et les tarifs de prise en charge pour 2023. Ils vont se réunir entre octobre et novembre. Et fin novembre, on définira aussi en interprofessionnel au sein du conseil de gestion les enveloppes globales qui seront attribuées à chaque profession. Merci. Avant de répondre au maximum de questions de nos participants, il y a beaucoup de questions qui sont posées en direct. On a reçu beaucoup de questions en amont aussi. On va poursuivre un tout petit peu cet échange sur le contexte. Alors, le DPC, c'est une chose. La certification des professionnels de santé, c'est quelque chose qui se met en place. Il y a encore beaucoup de flou. Ça doit être applicable à partir de début 2023 en principe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'articulation qu'il va y avoir entre DPC et certification? La semaine dernière, nous avons appris que l'Agence du numérique en santé était chargée d'élaborer une plateforme qui sera ouverte à chaque professionnel pour gérer sa certification. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point, sur cette articulation, sur ce à quoi les professionnels doivent s'attendre? Alors, pas un éclairage définitif, puisque les travaux sont en cours et qui ne sont pas conduits par l'Agence nationale du DPC, qui ne s'occupe que du DPC. Une précision, cette procédure, c'est 31 professions qui sont concernées par le DPC, et la procédure de certification périodique ne va concerner que 7 d'entre elles. Donc, ce sont les professions à ordre, et donc pour toutes les autres, le DPC restera l'unique obligation telle que prévue dans le Code de la santé publique. Ça, c'est un point effectivement important, l'obligation demeure. Pour les 7 professions, il faut évidemment que l'on poursuive le travail d'articulation entre les 2 obligations. Il ne faut pas effectivement que ça représente pour les professionnels médecins, infirmiers, kinés, etc., une superposition d'obligations, d'autant qu'au fond, la certification répond aux mêmes objectifs que le DPC et quelque part la prolonge. L'objectif fondamental, c'est donner aux usagers du système de santé la garantie qu'ils sont pris en charge par des professionnels compétents qui ont maintenu leurs connaissances et qui ont travaillé sur leurs pratiques pour les améliorer. Et ce sont des objectifs évidemment communs. On est donc en train de travailler avec les services du ministère de la Santé à l'articulation des 2 obligations, dont les objectifs sont communs, qualité, sécurité des soins pour le patient. Et quand on regarde aujourd'hui la certification périodique, ce sera 4 blocs, amélioration des connaissances, amélioration des compétences autour de démarches d'évaluation des pratiques et de sécurité des soins. 3e bloc, relation avec le patient. 4e, santé du professionnel. Et on voit aisément que pour répondre aux 2 premiers blocs, maintien des connaissances et des compétences via des actions d'évaluation de pratique et de gestion des risques,
L'articulation avec le DPC est assez naturelle, immédiate, spontanée, et c'est ce qu'on est en train, évidemment, de travailler et de construire avec les services de l'État. Sur le sujet du compte, puisque vous avez dit que l'Agence du numérique en santé avait été chargée de construire et d'héberger les comptes de la certification périodique. Là aussi, on va travailler avec l'Agence numérique en santé pour simplifier le parcours des professionnels. Aujourd'hui, les professionnels doivent ouvrir chez nous un compte s'ils veulent être pris en charge, ça restera. En revanche, ils devaient ouvrir un compte qu'on appelait le document de traçabilité pour retracer, y compris quand on ne les prenait pas en charge, leur parcours de DPC. Il restera ce document de traçabilité pour toutes les professions qui ne sont pas engagées dans la certification périodique, mais à l'évidence, il faut qu'on simplifie le parcours des professionnels qui seront engagés dans la certification périodique en leur offrant un guichet unique à nous, opérateurs, de nous débrouiller pour transférer leurs données dans un seul compte, mais il faut absolument ne pas les obliger à ouvrir un compte auprès des opérateurs. Ils s'y perdraient et il faut donc qu'on simplifie ce parcours. Merci de répondre à un maximum de vos questions qui sont très, très nombreuses aujourd'hui. Si on voulait résumer les facteurs de succès pour les organismes de formation par rapport à cette les conseils, Sabine, vous pourriez leur adresser tout de suite maintenant. Ça va être une synthèse de ce qu'on a dit en réalité. C'est effectivement prendre bien connaissance des fiches de cadrage, réfléchir au public, en tout cas pour les orientations de priorité nationale, bien réfléchir en amont pour que voilà, les actions qui sont multipro répondent bien à la problématique qu'a évoquée Jean-Philippe, c'est-à-dire où tout le monde est bien concerné. Bien suivre les fiches HAS sur les méthodes de DPC. Il faut vraiment y aller. Nous-mêmes, on va engager une réflexion sur l'accompagnement par rapport à ces méthodes pour essayer de traduire ces fiches de méthodes DPC de façon pédagogique pour les organismes, mais bien suivre les fiches HAS. Et puis, vous verrez que dans le formulaire de saisie, on vous insiste à structurer votre document pédagogique en étant très clair dans votre document, séquence par séquence, durée par durée, etc. Ça facilite beaucoup la lecture et la compréhension par nos équipes de l'action telle que vous l'avez conçue. On la comprend mieux, donc notre réactivité est meilleure. Voilà. Voilà. Je dirais, pour compléter Sabine, en fait, le facteur de succès, c'est de ne pas essayer de faire rentrer son catalogue coûte que coûte dans les orientations, mais c'est de concevoir des actions en réponse aux orientations et aux fiches de cadrage. Merci beaucoup. Donc, je rappelle à nos participants que dans le fil de discussion, il y a les modalités de contact avec l'agence pour poser vos questions plus précises, hein, les questions précises auxquelles nous n'aurons pas le temps de répondre aujourd'hui. Hein. Il y a une adresse, un URL et un numéro de téléphone. Essayons maintenant de répondre à un maximum de vos questions. On va vous en poser deux d'abord aux participants avant de répondre. On va vous en poser deux pour évoquer certains sujets. Donc, le sondage numéro 2 qui va s'afficher maintenant, on vous invite à y répondre. Auriez-vous souhaité une place pour le e-learning en format court dans les orientations DPC 2023-2025 ? Alors, vous avez le choix entre 4 réponses. Oui, car cela répond à des besoins. Non, les organismes de formation ne sont pas prêts. Non, c'est juste un effet de mode. Ou même non agréé DPC, il faut développer ce format. On vous laisse quelques secondes pour y répondre. Et on va demander donc à la directrice générale de la NDPC de commenter votre réponse. Voilà, on va afficher les résultats du sondage. Ah
Là, la réponse est assez La claire. réponse est assez franche, oui. 3/4 d'entre vous auraient souhaité, puisqu'on est obligé d'utiliser le conditionnel, auraient souhaité une place pour le e-learning dans ces orientations. Qu'est-ce que cela vous inspire, Michel? Alors, la question, c'était une place pour le e-learning en format court, ce qui est un peu différent. C'est-à-dire que c'est ces petites capsules en format court. Voilà. Donc, à l'évidence, est-ce un effet de mode? Je ne sais pas, mais Jean-Philippe pourra en dire des choses. C'est quelque chose qui se développe évidemment partout, y compris à l'international, que ça intéresse beaucoup les professionnels, ces formats courts, et qu'il peut être tout à fait intéressant de développer effectivement un parcours de DPC avec une succession de formats courts, plutôt que d'envisager des actions longues, et on sait que les professionnels peuvent avoir plus d'appétence pour ce type de format. Effectivement, à ce stade, l'agence ne prend pas en charge, c'est une règle, les actions de moins de 3 heures, ce qui évidemment semble complètement orthogonal avec cette vocation. C'est un sujet que je souhaite que l'on travaille dans le cadre de l'agence avec ses instances scientifiques, notamment le Haut Conseil du DPC qui devrait très prochainement reprendre ses travaux, les commissions scientifiques indépendantes, pour voir comment on peut développer ce format et surtout quelles sont les conditions de qualité de ce format. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que format court veuille dire simplement rapide sensibilisation à un thème, mais qu'on puisse être en capacité d'avoir des objectifs pédagogiques précis et d'avoir de la formation et pas juste de l'information au travail de ces formats courts. Mais il faut qu'on y travaille, bien sûr. Jean-Philippe, vous voulez… Non, oui, pour prolonger ce que dit Michel, effectivement, c'est quelque chose que les organismes accréditeurs du monde entier voient venir. Effectivement, c'est quelque chose qu'on discute beaucoup à l'international quand on se rencontre et qu'on définit en fait des standards de qualité internationaux en termes de, comme on dit, CME, CPD, Continuous Medical Education, et le DPC international. Effectivement, on y travaille parce que, comme le dit Michel, il faut éviter l'écueil de passer de la formation à l'information. Ça nécessite peut-être des adaptations en termes d'évaluation de l'acquisition des connaissances avant-après, qui sont tout ça des critères qualité d'une action de DPC. Donc, effectivement, même à l'international, ces questions se posent et les autres organismes accréditeurs ont réfléchi avec eux justement sur ce sujet-là. Un dernier sondage qui est posé à nos participants concernant les sanctions. C'est un sujet un petit peu historique concernant le DPC. Les sanctions à l'égard des professionnels. Le non-respect de l'obligation triennale de DPC doit-elle donner lieu à des sanctions pour les professionnels de santé? Pour l'instant, elle n'existe pas. À votre avis, est-ce qu'il faudrait instaurer des sanctions? Oui ou non? On vous laisse quelques secondes. Et de même, on demandera le commentaire de la directrice générale de la NDPC. Voilà, on va afficher les résultats de ce petit sondage. La réponse est oui. Non, je suis étonnée. Oui, à 61% et 39% qui disent non, il ne faut pas sanctionner les professionnels de santé. Ça vous étonne, Michel? Oui, parce que alors, des sanctions pour les professions qui vont rentrer dans la certification périodique, la procédure de certification périodique prévoit des sanctions quand on n'aura pas été certifié. Sur le DPC, il n'en est pas de prévu. Et quand, en 2016, on a réformé le DPC, à l'époque, j'étais au ministère de la Santé, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Et au fond, j'aurais presque envie de poser la question, mais lesquels? Quand je pose mais lesquels, c'est-à-dire qu'on peut imaginer de la suspension d'exercice, on peut imaginer des tas de choses pour des professionnels de santé qui sont dangereux, pour des professionnels de santé qui font des accidents médicaux, pour des professionnels de santé qui violent l'éthique du soin, et c'est ce que font notamment les ordres. Mais quelqu'un qui n'a juste pas rempli une obligation de formation et dont par ailleurs l'exercice
n'est pas, enfin, il n'y a pas d'accidents médicaux, etc. Quelles sanctions proportionnées trouver? C'est vraiment la question qui… donc, aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions. Il y a en revanche un suivi qui doit être fait, notamment par les ordres, les ARS, etc. Et c'est plutôt, je pense, une incitation à entrer dans le DPC qui doit être poursuivie, sachant que plutôt que des sanctions, et ça on l'a dit avec les ordres, le fait de ne pas avoir suivi son DPC, si ça ne peut pas donner lieu en soi à des sanctions, parce qu'il faudrait les déterminer de façon proportionnée, ça peut être un facteur aggravant dès lors qu'un professionnel soit est mis en procédure d'insuffisance professionnelle auprès de son ordre, soit fait l'objet d'une procédure pénale quelconque. Et on commence à avoir des juridictions qui commencent à demander ce type d'information. Donc, c'est moins une sanction directe que de plus en plus, quand il y aura problème professionnel, chacun se posera la question, est-ce que ce professionnel qui a fait cet accident s'est formé ou ne s'est pas formé? Voilà. Et puis, à l'évidence, ce sont des choses dont commencent à s'emparer les assureurs. Et donc, je vois ça plutôt dans cette ligne qu'une sanction directe qui serait complexe à mettre en œuvre et à déterminer. Mais tous ceux qui ont répondu oui, je suis preneuse des types de sanctions qu'ils imaginent. Eh bien, plus de 60% de nos 200 participants ont répondu oui, donc ça commence à faire du monde. Il nous reste un gros quart d'heure pour répondre de la façon la plus brève possible à une salve de questions. On ne pourra pas tout traiter, mais on va faire de notre mieux. Les masseurs kinésithérapeutes, plusieurs questions à leur sujet, ne se retrouvent pas dans l'arrêté. Vont-ils bénéficier d'une prise en charge pour les nouvelles triennales? Est-ce que ça concerne le prochain arrêté dont vous avez parlé? Alors, ils se retrouvent dans l'arrêté, dans l'annexe 1. Il y a des tas d'orientations qui concernent les masseurs kinésithérapeutes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils seront dans le prochain arrêté. Ça fait partie des CNP avec lesquels on travaille. Et évidemment, les masseurs kinés libéraux ou salariés de centres de santé pourront bénéficier de notre prise en charge pour des actions relevant de l'annexe 1 ou du futur arrêté complémentaire. Les fiches HAS sont un peu anciennes, sauf celles sur la simulation qui date de 2019. Savez-vous si la HAS compte rafraîchir ces fiches méthodologiques? Alors, a priori, non. En revanche, Sabine l'a annoncé. Nous engageons un travail avec le Haut Conseil du DPC et les commissions scientifiques indépendantes pour, d'une certaine manière, traduire les fiches HAS en critères pour déposer une action de DPC sur cette méthode, c'est-à-dire que quand on veut faire de l'audit clinique, du e-learning, etc., pour que ça rentre dans les standards de qualité d'une action de DPC de qualité, on va essayer de faire des fiches qui vont reprendre les critères HAS et déterminer les critères de recevabilité dans le cadre d'une action de DPC. Alors, parmi les nombreuses questions qui nous ont été posées en amont de la session, comment fonctionne l'obligation triennale pour les nouveaux diplômés? Sont-ils tenus de réaliser leur obligation de DPC dès la première année? Et qu'en est-il des étudiants diplômés la dernière année du cycle triennal? Alors, dès qu'on est diplômé, on est professionnel. Dès qu'on est professionnel, on est soumis à l'obligation de DPC, donc le lendemain. Voilà. Sont-ils tenus? Ils sont tenus par l'obligation générale. On peut imaginer que celui qui sort effectivement diplômé en septembre 2022, il ne va rien faire en 2022 et il pourra commencer au prochain triennal. D'une certaine manière, il appartiendra à l'instance de contrôle, notamment l'ordre, de prendre en considération cet élément et de comprendre qu'un nouveau diplômé n'a pas potentiellement pu faire l'ensemble du parcours qui était attendu des professionnels qui sont diplômés depuis longtemps. Rien n'est réglementaire
C'est vraiment un sujet d'interprétation. Donc, c'est vrai que celui qui est diplômé la première année du triennal peut peut-être faire 1 ou 2 actions dans le triennal. Celui qui est diplômé la dernière année, d'autant que les diplômes, c'est souvent septembre, on peut considérer qu'il peut attendre le futur triennal. Encore une question autour du calendrier sur les actions déposées cette fois. Les actions déposées et validées en septembre seront-elles programmables au début de 2023 ou doit-on tout programmer pour fin 2022? Ah oui, non, les actions déposées jusqu'en septembre, c'était des actions du triennal 2020-2022. Elles tombent toutes dans leur validité au 31 décembre. Et tout est à redéposer sur la base des fiches de cadrage à partir du 3 octobre. Et donc, si vous voulez faire des sessions sur les actions déposées en 2020, 2021, 2022, c'est jusqu'au 31 décembre. C'est fini après. Quels seront les montants de prise en charge en 2023? Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'en fait, on ne les connaît pas, puisqu'on va réunir les sections professionnelles entre octobre et novembre pour précisément les déterminer. Et donc, ce sera précisé sur le site de Sur la... le site, absolument. Il faut attendre un tout petit peu. Question concernant les podologues. Un complément d'orientation est-il prévu pour cette profession? Vous allez peut-être faire la même réponse. A priori, non. On avait bouclé avec le CNP de pédicurie podologie. À la lecture des nouvelles orientations, il semble que des sujets courants de médecine générale tels que l'hypertension artérielle ou le diabète n'entrent plus dans les priorités de formation de la médecine générale. Et donc, quelqu'un s'en étonne. Est-il envisageable, dans la période triennale, de réintégrer dans les orientations ces thématiques? Docteur, Nathalie, En fait, elles y sont, mais pas sous l'angle que vous imaginez. L'HTA et le diabète sont ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaire et l'objectif pour le prochain triennal a été mis sur le repérage et l'évaluation et la prise en charge globale du facteur de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire à quelles étapes de la vie j'évalue quel facteur de risque cardiovasculaire et comment j'adapte ma prise en charge en fonction des différents facteurs de risque, quels sont les objectifs de soins en fonction du nombre de facteurs de risque, de l'âge de la personne, etc. Donc, ce n'est effectivement pas la prise en charge de l'HTA ou la prise en charge du diabète, mais ils sont intégrés dans le cadre d'une évaluation d'une prise en charge globale du facteur de risque cardiovasculaire. une question sur la promotion de la vaccination et l'amélioration de la couverture vaccinale. Question ô combien d'actualité. Le format en e-learning est-il réalisable si nous n'abordons pas le geste vaccinal? Et y a-t-il une obligation d'aborder le geste vaccinal dans cette thématique? non, alors, il n'y a pas d'obligation. Il faut qu'il regarde la fiche de cadrage. Hein. Il y a plusieurs sujets. C'est lever les freins, convaincre le patient, etc. Et puis, il y a évidemment le geste vaccinal. Mais au fond, le geste vaccinal, tout le monde a tellement vacciné là, que ce n'est plus l'enjeu principal. Et bien sûr, dès lors qu'il n'y a pas le geste vaccinal, le e-learning n'est pas exclu. De toute façon, le geste vaccinal ne concerne que le BCG parce que c'est une technique très particulière, mais le reste du geste vaccinal n'est plus inclus dans la fiche de cadrage. Et comme le disait Michel, s'agissant de la manière de lever les freins à la vaccination, il faut s'appuyer, à mon sens, pour atteindre des objectifs pédagogiques pertinents pour les professionnels, des jeux de rôle ou de la simulation, pour confronter le professionnel à quelqu'un qui sera en frein vaccinal. Et par l'e-learning, ça me semble difficile à atteindre. Donc, encore une fois, le choix de l'e-learning dépend des objectifs pédagogiques et du contenu et de ce qu'on veut faire apprendre aux professionnels. C'est pour ça, il n'est pas exclu, mais c'est important de voir si les objectifs et le contenu sont réalisables en e-learning. Voilà. Alors, une autre question relative au e-learning qui nous a été posée depuis le début de ce webinaire. Donc, le e-learning étant plus coûteux que le présentiel dans sa conception ainsi que dans la gestion de l'accompagnement des participants, comment justifiez-vous que le montant de prise en charge, c'est-à-dire la part reversée aux organismes, ait été divisé par 2 par rapport au présentiel? J'ai envie de répondre là de façon un peu… je n'ai pas à le justifier, c'est une décision qui est celle de nos instances financières. Et ils ont considéré… on n'a pas à prendre en charge, nous, les frais de développement. Ils ont considéré qu'il y avait des charges également pour les formations présentielles. C'est un choix qu'a fait l'ensemble des sections professionnelles de l'agence. Sachant que, certes, c'est beaucoup plus coûteux au départ,
mais qu'une fois qu'une action de e-learning a été déployée, elle peut se déployer sur 1000 personnes et qu'on a assez vite rentabilisé l'investissement immédiat, alors que pour la formation présentielle, il y a toujours des frais de formateurs, de location de salle, etc. Et c'est ce qui a conduit nos instances sections professionnelles à poser cette décision. Nous ne trouvons plus le tutorat infirmier. Va-t-il être de nouveau pris en charge? Le tutorat infirmier n'est pas une obligation pour les infirmiers libéraux pour accueillir des étudiants en soins infirmiers, contrairement à ce qui se passe pour les médecins. Le tutorat infirmier, c'est plutôt quelque chose qui relève de la formation initiale et de l'organisation de l'appareil de formation initiale. Et donc, s'il a été introduit l'année dernière, et il a donné lieu d'ailleurs à beaucoup d'inscriptions qui étaient une façon de bénéficier d'une action complémentaire. Non, à ce stade, seule la maîtrise de stage universitaire des médecins, parce que c'est une obligation, ce sont les seuls qui doivent être agréés, est introduite dans les orientations prioritaires. Une question de nouveau sur le e-learning concernant l'orientation numéro 33, qui est l'amélioration de la pertinence des parcours prioritaires. Et donc, la question, c'est est-ce que les formations de l'orientation 33 peuvent se faire 100% en e-learning? Beaucoup de questions sur le e-learning. Bon, déjà, il faudra toujours de l'EPP. Hein. Ça ne pourra pas être de la formation. Qui dit pertinence dit évaluation. Et donc, des actions de formation sur la pertinence, ça ne pourra pas se faire. Il faudra de l'évaluation des pratiques professionnelles. Learning, de toute façon, est explicitement exclu dans la fiche de cadrage. Vous verrez, sont exclus, il y a écrit les actions d'e-learning. Dans la fiche de cadrage relative à l'orientation 33, donc la fiche que l'on trouve sur l'autre lien, hein, les fiches, le document de 550 pages. Pour les grilles d'audit des formations en pluripro, faut-il une grille d'audit spécifique à chaque profession concernée? Mais en fait, non, parce que s'il y a une grille d'audit spécifique, ça montre exactement ce que disaient Jean-Philippe et Sabine, c'est qu'en fait, l'action de DPC ne concernait pas tout le monde, et donc elle n'est pas véritablement pluripro. Si l'audit porte sur la coordination, qui est le sens même de l'interprofessionnel, la grille d'audit peut être commune. Donc, dès lors qu'on voit des grilles d'audit différentes, ça montre en fait que ces gens n'ont rien à faire dans une même action. Voilà. Peut-on savoir pourquoi les sages-femmes ne sont pas parmi les professionnels concernés par l'orientation sur la rééducation périnéale, entre parenthèses, les troubles pelvis-périnéaux? On n'a pas une d'orientation. Une orientation par profession, mais en tout cas pas d'orientation nationale. Donc, les sages-femmes n'ont pas encore finalisé leurs orientations. On verra, mais il n'y a pas d'orientation nationale. Donc, à ce stade, elles ne sont ni incluses ni exclues. On en saura plus? Je ne sais pas si elles vont le proposer. On verra. On est en train de discuter avec elles. Dans le deuxième arrêté, c'est ça. Hein. On en saura plus dans le deuxième arrêté à ce sujet. C'est ça. Est-il possible d'utiliser plusieurs orientations pour une action monoprofessionnelle et pluriprofessionnelle? Ah ben non. Vas-y, Michel, si tu veux. Non, mais vas-y. Une action monoprofessionnelle, non, puisque l'idée, c'est qu'une action DPC est une unité thématique et donc rentre dans le cadre d'une et une seule orientation prioritaire, puisqu'elle décline une fiche de cadrage en particulier. Donc, pour le monopro, c'est clair. Pour le pluripro ou l'interpro, éventuellement, il peut y avoir différentes professions, spécialités qui ont des orientations prioritaires sur des thématiques identiques. Donc, ça pourrait, mais encore une fois, avec toute la prudence que j'ai évoquée tout à l'heure, il faut que, soit si c'est en pluripro, les objectifs soient atteignables par tous. Et tel qu'on a rédigé les fiches de cadrage spécifiques à profession spécialité, j'ai quelques doutes. Soit c'est de l'interprofessionnalité, et dans ce cas-là, ça mérite d'être bien construit. Donc, j'ai envie de dire oui, mais sous toute réserve, quoi. Et attention à ne pas le faire
pour faire des actions multithématiques où il y a une partie qui répond à l'orientation d'une profession, une autre partie qui répond à l'orientation d'une autre, celles-ci ne seront pas acceptées. Donc, il y a de nombreuses questions sur la date de dépôt des actions. On a dit à partir du 3 octobre, c'est ça. C'est ça. Et sera-t-il possible de simuler un dépôt avant le mois d'octobre? Non. D'accord. Les professionnels de santé Sachant que les organismes ont l'habitude de déposer chez nous depuis longtemps et que si le masque sur lequel ils vont déposer introduit quelques rubriques complémentaires, on va notamment demander aux organismes de justifier les publics. Il ne change pas dans sa grande structure et que voilà, la plupart des organismes ont l'habitude de déposer chez nous. Les professionnels de santé remplaçants pourront-ils bénéficier des formations dans le cadre de la nouvelle triennale? Ils le peuvent, bien sûr. Ils sont dans l'obligation de DPC, mais pas financés par nous, puisque les remplaçants ne sont pas conventionnés. Et que je rappelle que nous ne prenons en charge que les professionnels conventionnés. Donc, les médecins peuvent le faire avec le FAFPM et les infirmiers, kinés, etc. peuvent le faire dans le cadre du FIFPM. Allez-vous tenir compte de l'inflation et de l'augmentation des frais hôteliers pour la définition des prix, des montants de prise en charge? Je vous dis, les sections professionnelles se réunissent en octobre-novembre. Ils vont avoir ces discussions, donc je réserve. Ce qu'on a déjà communiqué, c'est qu'il va y avoir un travail d'harmonisation des tarifs et que pour plusieurs professions, il y a deux choses que je peux dire sur les tarifs. Pour plusieurs professions, il va y avoir une augmentation de tarifs, pas pour les médecins, mais pour d'autres professions. On sait déjà qu'il y aura une augmentation des tarifs. Et deuxièmement, que dans les tarifs, on va continuer à valoriser les actions d'évaluation de pratique et de gestion des risques. Pourquoi l'exclusion massive de l'hypnose? Il y a plusieurs questions sur l'hypnose. L'exclusion massive de l'hypnose à l'heure où de nombreuses études démontrent la pertinence de l'hypnose dans les soins. En fait, parce qu'on ne se forme pas à l'hypnose, sauf à être extrêmement dangereux ou à ne pas faire de l'hypnose en 7 heures en sensibilisation. En clair, le DPC, ce n'est pas fait pour se sensibiliser à l'hypnose. L'hypnose n'est pas totalement… Et on a rencontré des sociétés savantes d'hypnose qui sont extrêmement inquiets sur la façon dont on se forme un peu trop rapidement à l'hypnose. Il faut rappeler que c'est une pratique qui peut être dangereuse dès lors qu'elle n'est pas maîtrisée. Donc, on n'a pas totalement exclu l'hypnose. L'hypnose prend place dans le cadre de l'orientation 3 sur la douleur. Simplement, on en a restitué la place en matière de formation continue et pas de sensibilisation pour des professionnels qui auraient eu une vraie formation à l'hypnose en amont via des DU ou des DIU. Voilà. Donc, l'hypnose n'est pas évacuée, mais on dit c'est de l'approfondissement pour des professionnels qui ont eu une formation sérieuse, avec des stages, avec de la vraie pratique. Et on ne peut pas penser qu'on peut se sensibiliser à l'hypnose et après, j'ai envie de dire, partir dans la nature pour faire des actes qui peuvent être… c'est potentiellement dangereux, surtout dans le cadre de certaines pathologies qu'on n'a peut-être pas déterminées chez tel ou tel patient. Et on va vous poser une dernière question pour aujourd'hui parce qu'il faut bien clore cette session concernant l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique du patient ne fait plus partie des orientations nationales et apparaît même comme exclue dans différentes fiches de cadrage. Quid de la montée en compétences des professionnels de santé en ETP? Jean-Philippe? Oui, alors effectivement, l'éducation thérapeutique en tant que telle, de manière générique, n'est pas retenue dans ce triennal-là. En revanche, si elle peut avoir été exclue de certaines fiches de cadrage parce qu'il a été estimé que la priorité sur la thématique était ailleurs que dans le TP,
Certaines autres fiches de cadrage mentionnent explicitement les sujets d'éducation thérapeutique du patient, parce que l'idée était vraiment que cette éducation thérapeutique soit ciblée et décline la thématique prioritaire. Voilà, c'est pour ça que c'était l'idée d'arrêter les formations génériques à l'ETP, mais vraiment d'avoir de l'ETP spécifique sur certaines thématiques quand il a été jugé que l'ETP était prioritaire sur cette thématique. Merci beaucoup. On vous rappelle que dans la discussion, vous avez le lien vers un formulaire de contact pour poser vos questions, ainsi qu'un numéro de téléphone pour joindre l'ANDPC et poser toutes les questions auxquelles nous n'aurions pas pu répondre aujourd'hui. On vous remercie beaucoup de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Merci vraiment de votre invitation et d'avoir pu nous donner la chance de nous adresser en direct à des ODPC et des professionnels. Merci beaucoup. Et puis, nous vous indiquons que la prochaine session d'Invivox Academy est prévue jeudi prochain, à la même heure, à midi, avec un tout autre sujet, puisqu'on parlera des données RPPS concernant donc les professionnels de santé. L'Agence du numérique en santé a mis à disposition des données complètes sur les professionnels de santé en open data. Et ça, c'est un sujet aussi très, très intéressant. Et que comportent, excusez-moi, ces données et que peut-on en faire? Ce sera le sujet de la session Invivox Academy de la semaine prochaine, à laquelle nous vous invitons évidemment à vous inscrire. Voilà, merci encore à vous trois de votre disponibilité aujourd'hui, de votre gentillesse. Et puis, nous vous disons à tous à bientôt et nous vous souhaitons un très bon appétit. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.